L'histoire de 1914 à 1945. La Première Guerre mondiale et ses conséquences. Les origines de la guerre. Donc pour faire le point, la triple entente, c'est la France, le Royaume-Uni et la Russie. La triple alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Les alliés pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'ensemble des pays qui appartiennent en 1914 à la triple entente. La France, le Royaume-Uni, la Russie jusqu'en 1917. Et ceux qui rejoignent leur camp au cours du conflit, la Serbie, Belgique, Roumanie, Chine, Japon, Italie en 1915, États-Unis et Grèce en 1917. Et les puissances centrales, c'est l'ensemble formé par les deux grands empires d'Europe centrale, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et les deux pays qui rejoignent leur camp pendant le conflit, la Bulgarie et l'Empire ottoman. Donc l'assassinat le 28 juin 1914 à Sarajevo, en Bosnie, de l'archiduc François Ferdinand, héritier de la couronne austro-hongroise, est l'étincelle qui va précipiter une Europe dans la guerre. L'Autriche saisit ce prétexte pour déclarer la guerre à la Serbie suspectée d'avoir laissé préparer l'attentat. La Première Guerre mondiale est la conséquence directe de cet assassinat, mais le déclenchement du conflit est aussi le résultat de tensions anciennes, contexte de tensions politiques, de rivalités économiques et coloniales, qui ont conduit les puissances européennes à se regrouper en alliances pour mieux se combattre. Le jeu des alliances a fait le reste. Triple entente contre triple alliance. Le déroulement de la guerre, donc la guerre de mouvement, la situation durant laquelle les adversaires donnent la priorité à l'offensive, ce qui rend le front très mobile. Et la guerre de tranchées, donc la guerre de position, c'est la situation dans laquelle des armées sont face à face sur un front immobile. Donc cette guerre est d'abord une guerre de mouvement courte, puis une guerre de position longue. La guerre de mouvement. Quand la guerre éclate en août 1914, tous les pays ont imaginé un conflit très court. La stratégie allemande, fondée sur l'invasion surprise de la Belgique, prévoit d'écraser rapidement la France avant d'attaquer la Russie. Le 2 août, les troupes allemandes pénètrent en Belgique, provoquant l'exode des civils et donnant le signal du début des opérations. En quelques jours, Français et Britanniques doivent se replier sur la Marne. Au début du mois de septembre, les Allemands sont proches de Paris. Mais le 6 septembre 1914, la contre-offensive du général Joffre sur la Marne, c'est la bataille de la Marne, oblige les Allemands à reculer. Français et Allemands tentent alors d'occuper les ports du nord de la France. Un front continu est établi de la mer du Nord à la Suisse. Donc un front, c'est une zone de combat. Ceci correspond à une guerre de mouvement qui a duré d'août à décembre. On prévoit donc une guerre rapide, mais après l'échec des stratégies offensives, les armées s'enterrent l'une en face de l'autre. C'est la guerre des tranchées, de 1915 à 1917. La guerre de position donc. Les combattants construisent des fortifications formées de plusieurs lignes de tranchées, fossés creusés dans le sol servant à abriter des soldats. Les soldats y vivent dans des conditions matérielles et morales épouvantables. Pour abréger cette guerre de position, chaque camp recherche de nouveaux alliés. En 1915, l'Italie entre en guerre aux côtés de la France et la Bulgarie, aux côtés de l'Allemagne. Faute de pouvoir percer le front, les états-majors tentent alors de saigner l'armée adverse par une grande offensive localisée. Ainsi, en 1916, la bataille de Verdun est déclenchée par les Allemands. Commandée par le général Pétain, les Français tiennent bon mais au prix de pertes effroyables. La bataille de Verdun provoque la mort de 500 000 soldats. Jamais encore dans l'histoire, une bataille n'avait coûté aussi cher en vie humaine. En 1917, la lassitude de la guerre provoque une grave crise morale. Sur le front, les désertions et les mutineries, révoltes des soldats contre l'autorité militaire, se multiplient. Donc, il y a eu le remplacement des hommes qui revenaient sur leurs armées, les routes et les voies fermées, et Verdun était une des batailles les plus meurtrières. Les conditions de vie étaient déplorables, l'artillerie y a joué un rôle important, les rats, la boue, les cadavres, la peur ne faisait qu'accroître le malaise des soldats. En tout, ce sont 216 000 soldats qui sont morts pour la France et 140 000 soldats pour l'Allemagne. La fin de la guerre et ses conséquences. Une seconde guerre de mouvement qui finit par un armistice. Après 1917, la situation a changé. La Russie est sortie du conflit, les États-Unis y sont entrés. En 1918, la guerre de mouvement reprend. Les Allemands tentent une offensive décisive. Comme en 1914, ils sont arrêtés sur la Marne. La contre-offensive des Alliés est lancée par le général Foch. L'armée allemande recule. De leur côté, les Italiens battent les Austro-Hongrois tandis que l'Empire ottoman s'effondre. Vaincus sur tous les fronts, les puissances centrales s'inclinent.
l'Allemagne est contrainte de signer l'armistice. L'armistice est signé à Redonde le 11 novembre 1918 à 11h11. Donc on fait comprendre que tout le monde doit participer à l'effort de guerre. Le gouvernement promet de rembourser les donateurs après la guerre. Pour financer les dépenses de la guerre, les États augmentent les impôts et empruntent beaucoup d'argent auprès de leur population et des États-Unis. On mobilise des moyens de production car c'est aussi une guerre industrielle et certains s'enrichissent, notamment Renault et Citroën. Les femmes remplacent les hommes dans les usines et aux champs. Leur place dans la société va se trouver modifiée. Les femmes pouvaient être également infirmières ou marraines de guerre. La Première Guerre mondiale, une guerre nouvelle et totale. Parce que le conflit dure, les pays qui y sont engagés doivent produire beaucoup de matériel de guerre, chars, obus, moteurs d'avion. Les États organisent à l'arrière une économie de guerre. Ils fixent des priorités de production, reconvertissent les industries en usines d'armement. Les États font appel aux femmes et à la main-d'œuvre des colonies. Par ailleurs, pour maintenir le moral à l'arrière, les États installent la censure. Ils contrôlent les nouvelles diffusées par les journaux et par les courriers des soldats. Ils font aussi une intense propagande pour convaincre les opinions publiques que la guerre est juste. Le conflit euh, n'épargnera pas les populations non combattantes. La vie quotidienne est difficile à l'arrière à cause de la pénurie. Le bilan de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre a causé de nombreux morts, mais elle a aussi touché les peuples colonisés par la France. Euh, Maroc, notamment, et les tirailleurs sénégalais. Outre le bilan démographique, c'est un bilan matériel désastreux. Les zones de combat ne sont plus que des champs de ruines. On a une diminution de 40% du potentiel industriel. Donc au niveau économique, c'est un bilan matériel désastreux, c'est la famine et l'Européen d'été. Et au niveau géographie, la carte de l'Europe est redessinée. Les pays vaincus sont amputés de leur territoire, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et la fin de la guerre, le traité de Brest-Litovsk, le 3 mars 1918, entre l'URSS et l'Allemagne, et la signature à Rotonde dans un train de l'armistice le 11 novembre 1918. Donc au niveau du règlement du conflit, j'ai 5 petits documents là. Le programme de paix du monde, le seul possible pour nous, est le suivant. Liberté absolue de la navigation sur mer. Les armements de chaque pays seront réduits au minimum. La Belgique doit être évacuée et restaurée. Tout le territoire français devra être libéré. Le tort fait à la France par la Prusse en 1871 en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine devra être réparé. Rectification des frontières italiennes selon le principe des nationalités. On devra donner une plus large autonomie au peuple d'Autriche-Hongrie. Un État polonais indépendant devra être établi. Il devra comprendre les territoires habités par les populations polonaises auxquels on devra assurer un libre accès à la mer. Une association générale des nations devra être formée avec pour objet de garantir l'indépendance politique et l'intégralité territoriale des États. Donc c'est un extrait des messages au Congrès américain le 8 janvier 1918. Un extrait du traité de Versailles, préambule, création de la Société des Nations. Article 10, il est déclaré que la société doit prendre les mesures pour assurer la paix des nations. Traité avec l'Allemagne. Article 42 et 43, il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications sur la rive gauche du Rhin et sur la rive droite sur 50 km et d'entretenir ou de rassembler des forces armées dans cette zone. Article 51, les territoires cédés à l'Allemagne par le traité de Francfort du 1er mai 1871 redeviennent français. Article 87, l'Allemagne reconnaît l'indépendance de la Pologne et renonce à tout droit sur les territoires qui lui sont attribués. Article 119, l'Allemagne renonce en faveur des principales puissances alliées à ses droits sur ses colonies. Article 160, l'armée allemande ne pourra dépasser 100 000 hommes. Article 171, la fabrication de tanks lui est interdite. Article 198, les forces militaires allemandes ne devront comprendre aucune aviation. Article 231, l'Allemagne reconnaît qu'elle et ses alliés sont responsables de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés. Article 232, les gouvernements alliés exigent que soient réparés tous les dommages causés à la population civile des alliés et à ses biens.
Article 428. Les territoires allemands situés à l'ouest du Rhin seront occupés par les troupes des puissances alliées pendant une période de 15 années. Les mémoires de von Bülow. Von Bülow est un homme politique et diplomate allemand. Jamais il n'a été infligé à un peuple avec plus de brutalité une paix aussi accablante et aussi ignominieuse. Une paix sans négociation préalable, une paix dictée comme celle de Versailles. C'est comme quand un brigand renverse à terre un miséreux et le contraint ensuite à lui remettre son porte-monnaie. Et un extrait de Le Monde du 22 août 1992. Quatre empires venaient de s'écrouler d'un coup. Même en 1815, la carte politique et territoriale de l'Europe n'avait pas été balayée par un pareil coup de faux. Un empire fut rayé de la carte, l'empire austro-hongrois. Le pilier de l'Europe centrale était remplacé par des solivaux agressifs. Donc solivaux, c'est la population arménienne vivant en Turquie, qui fut victime d'un 1915-1916 d'un génocide. Non, pardon. Je me dis bien que ça avait aucun sens. Les solivaux, c'est les petites pièces de charpente. Donc le terme ici est employé au sens figuré. L'Empire ottoman disparaît, laissant place à une Turquie turque affreusement purgée de ses Arméniens. Donc là, voilà, c'est la population arménienne vivant en Turquie fut victime en 1915 et en 1916 d'un génocide. C'est pour ça qu'elle a été purgée. Euh, L'Empire russe n'existe, l'Empire russe n'existait plus, mais même rejeté vers l'est, la Russie bolchevique était encore maîtresse d'immenses territoires et restait à l'affût pour récupérer ce qu'elle avait perdu. Le traité de Versailles laissait une Allemagne amoindrie territorialement, dépossédée de ses colonies, mais à la puissance économique intacte et gonflée du sentiment de l'injustice. Il ne fallut pas beaucoup d'efforts pour transformer ce sentiment de frustration en un courant nationaliste dévastateur.